Je voyage à travers le sensible pour m'imprégner de toutes ses textures, ses couleurs et son intensité, et ouvrir les corps et les cœurs en y déposant des mots d'amour et de beauté qui disent au monde la valeur des choses et leur rendent justice. Bienvenue dans le podcast des auteurs de sens, des éveilleurs de conscience et des engraineurs de demain. Autant de voix rassemblées en un mouvement militant en faveur du vivant, une matière vibrante qui de ses ondes grandissantes va souffler sur le monde un vent d'amour et de liberté et participer en toute humilité à la régénérescence du fascia planétaire, du tissu cellulaire de l'univers, comme des milliers d'étoiles. Pour ce premier épisode du podcast des auteurs de sens, j'ai souhaité donner la parole à une amie merveilleuse, une femme hors du commun, une femme sage à l'intuition sans pareille, qui a reçu le don de révéler les âmes et les contributions des êtres qui sommeillent en nous en attente de déploiement. Hola Maritza. Hola. Maritza Abreu. Je t'ai introduite de manière un peu lyrique, mais tu es ici aujourd'hui en tant que grande prêtresse du potentiel authentique. Nous y reviendrons plus tard. Et à ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas, je dirais qu'avant cela, tu as vécu 1000 vies. Née en Colombie, dans les années 80, tu as grandi profondément relié à ton corps, à la nature et à ta boussole intérieure. Devenue designer agile, multi-entrepreneuse, visionnaire intuitive, ton instinct est ton guide et te permet de ressentir en conscience les besoins immédiats de notre société et de penser le futur aujourd'hui. Tu travailles dans la transformation digitale depuis plus de 10 ans, pendant lesquels tu as eu l'opportunité de créer des solutions innovantes pour des marques telles que Thales, Chanel, EDF, Société Générale, BNP, CCI, et j'en passe. Ces expériences t'ont amené à réaliser que la création de produits ou de services se structure autour de 2 grandes questions, le pourquoi et le comment. Plus la réponse est honnête, plus les propositions sont authentiques. Et c'est cette quête constante d'authenticité que tu appelles l'alignement. Grâce au mindful design, mindfulness ou à la pleine conscience, dans lesquels tu baignes naturellement depuis ta naissance et que tu continues d'approfondir et de pratiquer quotidiennement, tu as créé ta méthode à l'aide d'outils puissants de reconnexion à soi, alliant concrétude, exploration intérieure et association quantique. Tu observes la vibration propre à chacun pour en extraire le meilleur, l'incarner dans la matière et en faire une contribution au monde unique et singulière. Tu es donc la première invitée du podcast des auteurs de sens, un choix en conscience et rempli de sens pour moi, puisqu'il y a environ 3 ans et demi, nous nous rencontrions pour une aventure incroyable, celle de la quête et de la manifestation de notre potentiel authentique. Alors, Maritza, je t'ai nommée grande prêtresse du potentiel authentique. Est-ce que tu pourrais nous dire le sens que revêt cette expression pour toi et comment et pourquoi tu en es arrivée à en faire ta mission? Merci Diane pour ton introduction et pour ton accueil. C'est vraiment un honneur pour moi d'être la première personne à être interviewée sur ce podcast. J'aime bien l'expression et je me définis comme un guide. Je suis là pour rappeler aux gens qu'ils sont uniques, leur rappeler leurs différences, leurs forces, leurs talents et leur authenticité. Et cette première phrase est la plus importante parce qu'aujourd'hui, je pense que nous devons tous arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'autre et de plutôt embrasser complètement qui nous sommes en réalité. J'ai fait ça en identifiant, donc, comme je l'ai dit, les talents innés. Et pour certaines personnes, j'ai parlé même de mission de vie, de dharma, de contribution. En fait, chacun a à l'intérieur de soi une puissance différenciante. Et
cette première phrase pour moi est simple et importante, c'est-à-dire que on vit dans une société où tout le monde beaucoup de personnes se sont obligées de faire semblant d'être quelqu'un, ou des personnes qui ne pensent pas avoir une différence quelconque. Donc du coup, moi, ma mission est plutôt de rappeler aux personnes à quel point ils sont différents, à quel point ils sont uniques, et à quel point ils peuvent justement s'appuyer sur cette différence pour identifier leur contribution au monde. Voilà. Ouais, c'est vraiment donc cette idée de puissance différenciante. J'aime beaucoup cette idée-là, qui éviterait à beaucoup de monde d'errer comme ça dans la vie, sans savoir exactement pourquoi on est là et ce qu'on a à y faire. C'est ça. Il y a cette question d'errance, et donc du coup, ça, le potentiel authentique, je le communique en identifiant donc les talents innés, et avoir cette information apporte une tranquillité et une paix très forte aux gens, parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils ont intérêt à être eux-mêmes. Ouais, et puis ce qui est fou, moi, pour l'avoir fait avec toi, c'est que tout à coup, c'est comme si tu parlais directement à l'être supérieur, effectivement, et même à l'enfant intérieur, pour lui dire quelque chose qu'il avait oublié, mais que finalement, il se rend compte tout à coup qu'il l'a toujours su. Et donc ça vient réveiller cette mémoire-là de qui on est profondément. Oui, effectivement. Après, on va voir comment ça fonctionne, etc. Mais c'est ça, c'est que, enfin, cette vérité, elle est là, mais elle est comme on fuit par c'est un peu comme si on vivait dans une société anesthésiée. Ouais, sous hypnose, quoi. Ah, complètement. Moi, j'ai des clients qui ressortent, j'ai l'impression d'avoir fait une piqûre d'éveil, mais on n'invente rien parce que tout est à l'intérieur de la personne. C'est la personne qui communique à un moment donné sa puissance, son potentiel authentique. Et puis tout d'un coup, quand il se réveille, c'est un peu comme quand tu te réveillais et tu disais, en fait, j'ai toujours su. Ouais. J'ai toujours su, pour moi, ça a toujours été clair, sauf que il y a ce moment où tu as été quand même endormi pendant une dizaine, une vingtaine d'années. Et donc du coup, le réveil, parfois, il peut être puissant, brusque, rude, dur, et parfois hyper doux. Ouais, tout dépend de l'intensité avec laquelle on s'est conditionné. Aussi. Exactement. Et après, les personnes qui viennent à moi pour identifier le potentiel authentique, c'est des personnes qui ont envie de le découvrir. Après, il y a une envie, parce qu'il y a ce qu'on pense qu'on veut et ce qu'on veut vraiment. Ouais. Donc, il y a des personnes qui pensent vouloir avoir une direction. Au final, quand ils ont la porte en face, ils ont peur de la prendre. Ouais. Mais bon, déjà, ça fait sur les personnes que j'ai vues, il y a surtout, en fait, moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a cette joie et cette paix de se dire, en fait, j'ai tout en moi pour aller vers ma mission de vie, pour prendre le chemin de ma contribution. Et est-ce que tu pourrais, sans révéler ton secret et ta magie, expliquer un petit peu comment ça... Tu nous as dit à qui ça s'adressait, plus ou moins. Tu peux préciser ça si tu veux. Et puis, surtout, comment tu procèdes, en fait, comment ça fonctionne? Quels sont tes clients? Mes clients. Alors, Diane, donc, autant les salariés, en quête professionnelle, soit des directions professionnelles, soit d'évolution de poste, les entrepreneurs qui cherchent à se différencier, les dirigeants qui cherchent à appuyer leur leadership sur leur socle personnel, mais aussi les équipes d'innovation ou les équipes marketing, les équipes dans les entreprises qui sont là pour créer des nouveaux services ou des nouveaux produits. Il faut savoir qu'une entreprise, et on en parlait tous les deux parce que tu vois, tu t'y connais un peu aussi, une entreprise est en soi aussi une entité vivante avec une vision, avec des valeurs et avec une mission.
Et à l'intérieur des entreprises, il y a des équipes, des personnes qui travaillent, et chaque personne a en soi un potentiel authentique. Donc si les équipes, et on va prendre un exemple d'une équipe de 5 personnes, si chaque personne à l'intérieur de cette équipe connaît et met en valeur son mode de fonctionnement, en clarté par rapport aux autres membres de l'équipe, ça les aide à mieux travailler ensemble, à travailler en cohésion, à travailler en union, en transparence, en réconciliation, puisqu'il y a une vraie acceptation de l'autre, et en travaillant sur leurs forces comme socle pour aller découvrir et faire leur travail au quotidien ou être à la recherche de nouveautés, c'est beaucoup plus simple de se différencier. C'est-à-dire que là aujourd'hui, et c'est la quête à la différence. Comment on peut être meilleur que la concurrence? Comment on peut aller plus rapidement que la concurrence? Mais en fait, il n'y a pas des meilleurs, il y a d'être soi, avec ses forces. Et c'est ça qui, déjà de manière innée, fait que tu es différent, tout simplement. Donc si une équipe se connaît très bien, et en plus, elle connaît les forces de son entreprise, les valeurs, la mission de son entreprise, et que le tout est systémique, que tout est imbriqué et cohérent, forcément la proposition de valeur, par essence, elle apparaît elle apparaît clairement parce qu'elle est appuyée par le socle humain, par les talents humains qui viennent appuyer la mission et la vision de l'entreprise. Donc ce sont des équipes en résultat qui travaillent comme une orchestre de musique en fait, qui va avoir les bonnes pièces au bon moment, des équipes qui travaillent, sont heureux de travailler ensemble, en transparent, qui sont complémentaires, donc des équipes qui se complètent, et des équipes justement qui vont s'appuyer sur leurs forces pour aller identifier, créer, trouver des solutions et accepter ou pouvoir embrasser chaque opportunité qui va venir, parce que c'est ça aujourd'hui, il faut arrêter de penser que on va avoir des métiers statiques. Puis c'est de moins en moins vrai en fait. On est là pour couvrir des opportunités. L'ancien poste dans lequel le père il mettait le cadre, il restait figé à jamais. Ça s'efface, révolu. On est là pour embrasser des opportunités. Donc comment tu embrasses des opportunités en étant souple, en te connaissant. Et les équipes aujourd'hui, elles éprouvent une certaine rigidité par le manque de confiance. Les êtres dans les équipes ne se font pas suffisamment confiance pour se révéler eux-mêmes tels qu'ils sont. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué de construire s'il n'y a pas d'union, de confiance, de connaissance et de vrais partages. Oui, sachant que dans ce que tu dis, la confiance naît aussi de la connaissance et de l'intégration du potentiel authentique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça s'est identifié et intégré, il n'y a absolument aucune raison de ne pas être en confiance et de ne pas chacun avoir sa place individuellement et ensemble. C'est exactement ça. Donc le jeu au service du nous dans l'entreprise et dans une entreprise qui est en transformation puisqu'elle ne peut plus fonctionner sur un modèle pyramidal comme on l'a toujours connu. On le voit de plus en plus maintenant, mais c'est flagrant. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, le modèle pyramidal arrive à sa fin, touche à sa fin. On est sur de l'autonomie. Les salariés dans les équipes sont de plus en plus autonomes, de plus en plus libres. Et l'autonomie et la liberté nous amènent à la responsabilité, à la co-responsabilité, à changer ce positionnement de celui qui suit à celui qui est dans l'action, dans la proposition de solutions. Mais on peut pas demander à des salariés qui ont toujours connu quelque chose de basculer du jour au lendemain sans accompagnement. Il y a un accompagnement de l'individu et il y a un accompagnement de l'individu dans son espace de travail et dans la relation avec son équipe de travail. Donc, en faisant ces chemins de confiance en soi, de connaissance de soi, on va aussi dans ces chemins de connaissance de l'autre, de confiance dans l'autre, et donc du coup, de responsabilité. Je connais mes forces, je connais mes limites, et je deviens action, je deviens porteur de solutions, je deviens responsable,
j'embrasse en plus mon autonomie, ma liberté et ma capacité une tolérance, on va dire, plus grande vers l'échec, parce que c'est la base même de la recherche et de l'innovation, c'est de comprendre en fait qu'on est là avant tout pour rechercher la bonne solution, la proposition qui apporte de la valeur, et que très rapidement, si on n'accepte pas que l'échec fait partie de la recherche et de ses chemins et de tout chemin, s'il n'y a pas cette souplesse et cette acceptation, c'est beaucoup plus difficile d'être dans la création. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de réussite sans échec. On est bien d'accord. Moi, j'ai eu beaucoup de chèques et beaucoup de réussites, mais j'aime bien, en fait, le fait d'avoir emmagasiné tout ça. Et accepter ça aussi contribue à nourrir un esprit curieux, créatif et aventurier. C'est-à-dire qu'on aborde la vie complètement différemment, en étant responsable et en ayant cette tolérance à l'échec qui fait que c'est plutôt joyeux, quoi. On y va. Et puis on arrête tous de vouloir être Google et Microsoft, et si t'es dans un territoire que tes forces sont celles qui constituent ton territoire et que ta mission est strictement liée à ton territoire, pourquoi vouloir aller copier des méthodes de fonctionnement américaines? Donc on est là, on est sur cette on est complètement sur le potentiel, authentique, et je reviens sur l'authenticité. L'authenticité sur le potentiel de qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez véritablement à offrir au monde, sans faire semblant. Sans faire semblant, et l'inverse aussi pas l'inverse, mais disons la complémentarité de ce que tu dis. Ce qui me vient là, c'est aussi, il y a le pourquoi, donc la connaissance du pourquoi, mais après il y a le comment, et dans le comment, souvent, les gens se bloquent en se disant, mais en fait, ça existe déjà, en fait, plein de gens font déjà ça. Moi, j'étais la première à me le dire, tu vois, tellement de fois que ça m'a bloqué. Et donc cette capacité donc cette tolérance à l'échec, cette responsabilité liée aussi à la conscience que, quoi que tu fasses, si tu as connaissance de ta valeur profonde, unique et authentique, tout ce que tu vas faire ne ressemblera jamais à ce que va faire le voisin. C'est-à-dire que par essence, c'est unique puisque tu le fais en étant complètement aligné, en étant complètement en phase avec qui tu es en profondeur. Complètement. Et ça me fait penser aux investisseurs. Tu prends deux équipes de start-up qui peuvent avoir le même produit. Enfin, le même problème et la même solution. Les investisseurs vont préférer toujours, ils vont investir plus sur une équipe que sur une idée. Pourquoi? Parce que on parlait d'être animé, on parlait des motivations, on parlait des puissances, on parlait d'énergie, on parlait des différenciations, et en fait tous les termes un peu bullshit dans lesquels on parle aujourd'hui dans l'innovation, que c'est time to market, d'être là au bon moment, tout ce truc-là en fait, ils sont basés sur des trucs que plus on est vrai et plus on est proche de soi, plus on est sincère avec soi, oui, effectivement, plus tu es motivé pour faire les choses, plus tu es visionnaire, plus tu es au contact de la clientèle, plus tu es là au bon moment, plus tu es passionné, plus tu cherches l'excellence, plus tu mets de la puissance dans tout ce que tu déploies, plus tu mets de la puissance dans tout ce que tu déploies, ça arrive plus loin. Donc aujourd'hui, les investisseurs, ils investissent sur des gens plus que sur des produits. On en vient à cette histoire criante, je trouve, aujourd'hui, d'autant plus avec la situation qu'on vit en ce moment, de relations et de liens, ce besoin de reliance. Ouais, j'entends parfaitement ce que tu dis. Et alors, comment ça marche? C'est un process, je dirais, 50% conscient et 50% inconscient, où l'inconscient va avoir un rôle très important. Plus que le conscient, parce que donc du coup j'arrive avec des personnes qui se connaissent suffisamment bien, et donc du coup on fait un travail de cartographie d'expérience. On va aller chercher dans les expériences du passé quelles étaient les expériences qui ont amené de la réussite. On va aller identifier comment s'enchaîne le processus de création de la personne. Il faut savoir qu'on est tous créatifs, et le processus de création, c'est comment j'identifie un problème et comment j'y apporte une solution. Et c'est ce qu'on va tracer en cartographie. Donc c'est hyper rationnel. Tout ça, je le tiens de mes outils de designer.
Et la cartographie, elle est faite, mais c'est pas ça qui va nous donner les réponses, parce que effectivement, si la personne, donc déjà l'organisation de cette information apporte énormément, parce que la clarté est clé, mais l'inconscient va jouer un rôle très important, parce que c'est lui qui va nous révéler ce que la personne n'a jamais, soit elle a jamais été capable de voir, soit elle a jamais voulu voir. Et donc l'inconscient, il va se réveiller par plusieurs méthodes, ça va dépendre de la personne. On peut parler de dessin intuitif, d'écriture intuitive que toi tu connais bien, et de tout type d'exercices qui me permettent d'aller creuser et traverser en fait ces murs invisibles que les personnes se mettent pour avoir accès à ces informations. Donc en fait, enlever les filtres du mental pour arriver à accéder directement au cœur et à tout ce qui n'est pas cérébral, tout ce qui n'est pas mentalisé. Exactement, mentalisé, contrôlé, exactement. Et donc du coup, ça s'est matérialisé avec une séance des 2h30 dans lesquelles normalement j'arrive à identifier le potentiel authentique. Je suis assez sincère avec les clients. J'ai eu, pour te donner un exemple, il y a pas longtemps, une cliente avec laquelle, au bout de 2h30, on n'a pas réussi à trouver le potentiel authentique. On s'est quitté au bout de 2h30 et entre les deux, je lui ai donné quelques instructions pour lui faire un peu de place, un peu d'espace, parce que son mental, il prenait trop de place. Et donc, du coup, quand on s'est revu après les exercices d'écriture intuitive et de dessin et intuition, on a refait la cartographie, on est allé beaucoup plus loin et on est arrivé vraiment sur une voie qu'on n'avait pas exploitée, qui était la voie de la justice, de sa recherche de justice, de son pourquoi en fait. Donc on a trouvé le potentiel, on a trouvé comment il fonctionnait, et surtout je pense que ce qu'on appelle cette contribution de ces missions de vie, c'est le pourquoi en fait. Parce que faut arrêter de croire que tout est éparpillé, que c'est pas uni, enfin tout fait partie d'un tout. Si on est doué pour faire quelque chose en soi, il y a un pourquoi. Il y a un début, il y a une fin. On va quelque part. On vient de quelque part, on va quelque part. Donc, du coup, dans son exemple concret, elle est peut-être efficace pour optimiser les process, etc. Mais c'est pas ça qui nous amène à un pourquoi. En revanche, le fait qu'elle soit prise aux tripes à chaque fois qu'elle voit une injustice qui concerne les femmes, il y a pas de hasard, en fait. Et en fait, tout ça va nous amener vers sa contribution. Du coup, avec cette cliente-là, on a passé plutôt 5 heures. Ouais. 5 heures que 2h30. Ouais, mais parce que plus il y a de résistance cognitive de la part de la personne, plus elle a un discours. En plus, elle tient un discours qu'elle récite quasiment mécaniquement. Et puis tout à coup, boum, t'arrives avec une information qui va traverser le mur, comme tu l'appelles, et où là, elle s'arrête et elle se dit ah ouais, mais en fait, c'est ça que je sens au fond de moi depuis toujours. Depuis toujours, effectivement. Ouais. Là, du coup, il y avait, comme je te l'ai dit, il y a vraiment cette sensation. Là, je pourrais te décrire la scène pour les personnes qui sont visuelles. En fait, il y a la pupille qui se dilate, en fait, une fois que l'information est donnée, c'est ouais, j'ai toujours su ça, en fait. Ouais. Mais pour autant, pendant les 5 heures, et le mot justice n'était pas sorti de sa bouche parce que ça venait pas. Et par contre, on avait beaucoup de fois la phrase qui revenait, c'était la suite logique de. Pourquoi tu as fait ça? C'était la suite logique de. Ouais. Pourquoi? C'était la suite logique de. Et donc, du coup, en fait, ces suites logiques ne nous amenaient pas là où on voulait y aller. C'était juste un espèce de mode survie où il fallait qu'elle enchaîne les trucs qui faisaient sens de manière rationnelle pour se dire en fait je vais dans cette direction qui était logique. Voilà. C'est fou, donc elle était en grand contrôle en fait. Oui, et pourtant mais complètement inconscient, parce que je suis sûre, si elle est venue vers moi et si elle est dans cette quête, c'est que et vraiment elle avait vraiment l'impression d'être dans la disposition de tout donner. Mais c'est justement la grosse différence entre le conscient et l'inconscient. Ouais. C'est intéressant, et je trouve que c'est très innovant aussi comme démarche de mêler à la fois des outils
très concret et de venir poser là-dessus ou insuffler une connaissance finalement très intuitive, très instinctive, qui va faire la différence. Complètement. Je pense que c'est là. Alors, moi, je travaille en innovation. Et donc, du coup, moi, je me suis jamais permis de mélanger les sujets parce que jusqu'aujourd'hui, on a toujours vécu dans une société dans laquelle la rationalité fait toujours preuve de sens. Plus c'est rationnel, plus ça a du sens. Je dis pas que c'est mal. Je dis juste qu'on peut être complémentaire et qu'on peut, oui, se permettre la fusion et sur plein de domaines. Et que c'est là-dessus où on est dans la création de valeur. Au final, l'innovation, c'est rechercher la création de valeur. On est dans une recherche. C'est un peu comme si on était des scientifiques. On est dans la recherche. Donc, on est dans le test and learn, on fait des erreurs, on réapprend et on est dans une logique de recherche de direction, d'apporter des preuves. Et au bout d'un moment, faut se le dire, et je pense que là, on est de plus en plus nombreux à avoir conscience de ça. Malheureusement, le fait d'avoir des pensées et des briques et complètement contrôlées et rationnelles ne nous apporte pas toutes les réponses. Et l'être humain, il a besoin aussi de se sentir épanoui, libre, bien, animé par des motivations, animé par une mission, animé par un objectif. Et cet objectif, et je fais attention quand je parle d'objectif parce que ça fait partie de mon boulot d'avoir des objectifs, ce qu'on appelle SMART, donc des trucs que tu peux mesurer, voilà, quantifiable. Je suis pour, moi je suis pas contre. Mais au-delà de ça, il faut, je pense, c'est très important, et là c'est pas moi qui le pense et c'est pas moi qui le faut, c'est que de plus en plus de personnes se disent, en fait, si je suis pas animée par quelque chose de plus grand, par l'envie de voir un changement dans ma société, un changement dans mon entourage, d'apporter quelque chose de bien à ma communauté, on est moins vivant quand on est tout simplement déconnecté de la vie. Ouais, et voilà. Et avec cette crise Covid où on était tous derrière nos ordinateurs à faire du télétravail, où on fermait pas ceux qui ne faisaient pas du télétravail, mais en tout cas derrière ces masques. Et bah oui, on se sent de moins en moins vivant et de moins en moins connecté. Ouais, c'est vivant. C'est le mot, le mot du moment. Alors, je rebondis sur ma question suivante parce que ce que tu viens de dire m'y fait penser. Tu m'as dit un jour que t'avais senti des étapes en fait dans ta vie, dans ta manière de l'aborder et d'avancer. Tu m'as dit que c'était d'abord passé par une quête de sens et que tu avais aujourd'hui le sentiment d'être dans une quête d'essence. J'ai beaucoup aimé cette phrase et ça m'a parlé. Est-ce que tu pourrais décrire ce sentiment et ton cheminement pour arriver à cette perception et peut-être les rencontres ou les sauts de conscience par lesquels tu es passé? Oui, alors cette quête, oui, d'essence et d'essentiel. En fait, je pense que la première quête d'essence que je fais, j'avais 30 ans. Donc c'était il y a 8 ans. Et donc du coup c'était un moment où bien sûr, je pense que vous avez tous entendu cette histoire. Donc j'avais rempli toutes les cases, j'avais ma voiture, mon appart, mon mari, enfin tout allait, tout roulait. Et puis j'avais créé mon entreprise. Depuis quelques mois, c'était une entreprise où je voyageais entre Bogota et Paris. C'est ce que j'avais toujours voulu. Enfin, depuis 10 ans, ça se faisait que c'était prévu et ça se passait exactement comme c'était prévu. Et mais j'avais un vide à l'intérieur de moi terrible. Et ça veut pas dire que jusqu'à ce moment-là, je m'étais jamais posé la question parce que moi, je supporte pas le noir ou blanc, non? Soit tu l'avais jamais fait, tout d'un coup, non, en fait, non. Pour moi, tout a toujours été mélangé. Et je me suis toujours posé des questions, hein. Mais là, ce que j'appelle une crise de quête de sens, c'est que tout d'un coup, je me suis dit, stop, j'arrête tout. C'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire. J'avais plus envie de quoi que ce soit. Et donc, j'ai cette espèce de arrêt sec m'a fait recommencer. Donc, j'étais à Bogota en ce moment-là. Je suis revenue à Paris. Je me suis séparée. Je fais un gros break. Et puis, c'est là où j'ai commencé à me dire que j'avais besoin de rencontrer
d'interagir avec des personnes, vraiment interagir. L'interaction était très importante pour apprendre, pour vivre l'expérience, non, de cet apprentissage d'autre chose. Qu'est-ce que je cherchais? Je cherchais, en fait, j'étais très, très intéressée par les personnes qui avaient changé de parcours de vie. Parce que ça pouvait déjà me donner des idées, et ça pouvait aussi... je voulais comprendre, en fait, comment tu pouvais changer de parcours de vie, surtout à 30 ans. Tu avais fait des shifts, quoi. Voilà, c'est ça. Shifts. Comment tu avais fait ces shifts? Et donc, du coup, j'ai commencé à rencontrer, donc là où j'ai créé un groupe qui s'appelle Momento, aujourd'hui à 3000 et quelques personnes, et sur lequel l'objectif, c'était de parler d'entrepreneuriat, parce que, de toute façon, moi, je pense que j'ai toujours été entrepreneur et après le mot entrepreneur, il faut le revisiter aussi, mais j'ai toujours été créatrice et à l'initiative de beaucoup de projets. Et donc, du coup, donc j'ai commencé à rencontrer de plus en plus 3000, 4000 personnes, et sur des sujets hyper concrets, sur des projets hyper concrets, des personnes. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais été fascinée par une femme qui avait décidé de devenir médecin à 40 ans, avec 2 enfants. Enfin, on avait échangé, c'était magnifique. Ou avec toutes les personnes qui ont quitté leur job, qui revenaient de faire du tour du monde. Il fallait absolument que je les rencontre, que je vois, qu'on échange. Dans tous les cas, tous ces échanges étaient importants, mais aussi, je me souviens, quelque chose qui s'est passé très important à l'époque, c'était dans mon éternelle exploration, parce que c'était comme si j'avais soif, tellement soif que rien pouvait me nourrir. Donc, j'arrêtais, je continuais à rencontrer des personnes, c'était pas suffisant. Ouais. Et donc, j'étais en Colombie, et parmi des choses qui ont un peu marqué mon histoire, enfin, qui ont marqué ces moments, j'ai fait une rencontre avec les Indiens Kogi sur la Sierra Nevada de Santa Marta. On faisait un voyage avec mon chéri et on s'est perdu. Enfin, on nous a perdu, bref, on se fout. Mais on est tombé sur un enfant qui devait avoir 10 ans. Je pense que je t'amènerai un jour voir la Colombie. Mais en fait, il y a quelque chose de très incroyable qui s'est passé ce jour-là. Cet enfant, il est passé à côté de moi et j'ai vraiment senti que j'ai flotté. C'était comme si je flottais dans l'espace, en fait. Bref, il est passé et en fait, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et je me suis commencé à m'intéresser justement aux Indiens Kogi, à leur culture. Et j'avais rencontré des personnes qui travaillaient dans des associations qui travaillaient avec les Indiens Kogi. Et donc effectivement, les Indiens Kogi, donc c'est une tribu indigène qui est restée telle qu'elle. Elle était avant l'arrivée des Espagnols quand ils ont colonisé l'Amérique. Ils sont allés se cacher tout là-haut dans les montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta. Et les Espagnols ne les ont pas atteints, très 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 peu. Donc c'est une des très, il y a pas des tribus, ils sont pas très nombreuses les tribus qui n'ont pas été touchées par ces colonisations. Donc ils gardent cette pureté, cette authenticité, cette pureté. Et donc leur mission de vie leur mission de la tribu, c'est de garder le lien entre la nature et l'homme, entre l'invisible et l'homme, et surtout de garder l'équilibre. Il se nomme gardien de l'équilibre. Il nous appelle, nous, petits frères. Les petits frères, nous, je parle moi, parce que du coup, moi, je suis pas Kogi, donc je suis, même si je suis colombienne. Oui, c'est ton héritage. Je suis pas née dans leur culture. Et donc, du coup, ils nous appellent petits frères. Et oui, ils se nomment les grands frères. Et les grands frères, ils connaissent l'homme, la nature et la manière de maintenir l'équilibre. Et tu rentres dans ces terres et c'est juste incroyable. En fait, c'est une terre sauvage, exubérante. C'est l'exubérance. C'est limite, il faut imaginer un peu l'eau dorée, c'est juste incroyable. Les arbres sont énormes, la taille des arbres, des troncs, c'est des arbres hyper anciens. Donc il y a une énergie très puissante, très forte. C'est vraiment un lieu incroyable. Cette terre, elle est remplie de vie. Et donc du coup j'ai ressenti ça. Alors je crois que c'était uniquement lié aux Indiens Kogi.
Et en fait, quelques mois, je sais même plus, parce que le temps m'échappe, j'ai fait un voyage, je devais prendre un avion pour aller en Thaïlande, et en fait, j'ai fait un arrêt à Oman, et je suis tombée donc dans l'avion, dans l'entrée, sur un homme du désert, donc avec les turbans blancs, tout ce qui... Je connais très mal la culture, je connais beaucoup plus la culture indienne que les cultures du désert. Et en fait, j'ai ressenti la même chose. Donc un deuxième messager. Un deuxième messager. En fait, je me rends compte que les hommes, enfin les hommes qui sont en contact intime et étroit avec la nature, je pourrais les parler de Pierre Rabhi, je pense qu'il fait exactement la même sensation. Et bah il s'acquiert en fait il s'acquiert ce lien avec le vivant qui est très profond et qui est très puissant. Je sais même plus pourquoi on parle de ça. Et ben parce que ah oui, pour l'histoire. Ouais, voilà. Ouais, voilà, des mon histoire. Et donc du coup, c'est ça a été très marquant dans mon histoire. Et donc du coup, c'est ce qui m'amène à dire, en fait, au final, l'essentiel et l'essence, elle est pas dans ce qu'on peut penser, mais elle est dans ce qu'on peut vivre, ressentir, et dans notre lien étroit avec le vivant. Avec le vivant, ouais. Qu'on a malheureusement, alors, et en particulier dans nos sociétés occidentales, coupé, quoi. Perdu, c'est comme si sous la tête, on était tronqué. Parce que finalement, c'est, pour moi, enfin, tel que je le vois, le premier récepteur de ce que tu dis, du vivant et de la nature, c'est le corps, quoi. C'est pas la tête. C'est ça. Et si on s'est coupé de notre corps, ben on s'est coupé du reste et du vivant dans sa globalité. Ouais. Donc restaurer ça. Restaurer ça. Donc du coup, en fait, donc pour revenir, donc je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, enfin. Et en fait, plus ils sont loin de leur motivation, bah plus leurs projets, ils sont près de l'échec. Parce que ils ont ni animé, ni envie, c'est le rationnel qui drive une quête de l'efficacité, et au final, pourquoi en fait? Donc voilà, donc à cette époque-là, moi, j'ai découvert l'écologie, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient dans cette quête d'essence, donc c'était en 2000, c'était il y a quelques années, c'était 2014. Et aujourd'hui, enfin, les chemins ont été faits, l'objectif c'est de la quête de sens, c'est cette quête de sens, le sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ça me fait penser aussi à cette histoire d'intuition. Quand je pense à la nature, je pense à l'intuition, parce que le lien qu'on peut avoir avec la nature, il est intuitif par essence. Et je me demande, cette intuition-là, toi t'es très intuitive, t'as une intuition qui est visionnaire. Comment est-ce que tu t'en sers? Comment est-ce que tu te sers de ton lien, justement, de toute cette compréhension, de tout cet enseignement avec la nature, auprès des Indiens Kogi, tout ce que tu as pu emmagasiner comme information, pour nourrir et peut-être définir, préciser ton intuition, la renforcer? Comment est-ce que tu t'en sers au quotidien, dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle? Parce que j'imagine que dans ta perception, c'est ma croyance aussi, les notions de leadership, puisque tu travailles avec des dirigeants, pour moi ne peut pas être dissocié de l'intuition. C'est-à-dire que là, on en parle de plus en plus. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins, c'est désacralisé, je dirais, dans le monde du business. Comment est-ce que ça s'incarne pour toi? Alors, je pense que j'aime bien, très honnêtement, j'aime bien ma manière de le gérer, parce que, étant donné que moi, j'étais chef d'entreprise, c'est que je travaillais dans des milieux où je te disais l'efficacité fait foi, enfin, de réussite. Et je suis pas du tout contre. Et moi, je pense que le temps est précieux et qu'il faut bien en profiter. Et c'est une question aussi de discipline, de pouvoir gérer son temps. Mais l'intuition, elle a une place très importante je dirais pas que l'intuition t'aide à être plus efficace, mais l'intuition t'aide à réussir. Ce qui est pour moi beaucoup plus de valeur. Je te donne 2 exemples concrets. Hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'accompagne qui est hyper sollicité sur beaucoup de projets.
Et je lui disais, tant que tu prends des décisions en vitesse pour prendre des décisions et que tu n'as pas le temps de te poser pour comprendre ce qui t'est dit ton corps, ce qui t'est dit, enfin tes sensations, faire un peu de silence autour des questions qu'on te pose et des décisions que tu dois prendre, parce qu'en fait quand t'es chef d'entreprise, tu dois prendre 5, 6, 7 décisions très importantes par jour et vraiment tu n'as pas le temps de te poser. Et donc tant que tu ne prends pas le temps d'écouter, de faire le silence pour écouter à l'intérieur ce que ton corps, ton cœur te dit, bah en fait tu enchaînes effectivement des décisions, mais tu enchaînes un paquet des mauvaises décisions qui vont avoir un impact sur ta vie, mais sur la vie des autres aussi, parce que quand t'es chef d'entreprise ou leader, t'es responsable d'eux. Et donc ce qui est normal, parce que là moi je travaille dans un milieu, je te rappelle, où on est là pour apprendre, et donc du coup autant je préfère prendre une mauvaise décision qu'elle n'est pas en prendre du tout. Alors là je suis complètement, mais il y a un décalage, donc je travaille pas avec des personnes qui ne prennent pas de décision. Ça c'est clientèle, je l'ai écarté. Je travaille vraiment avec des leaders qui sont dans l'action. Par contre, effectivement, je cautionne une action consciente. Et donc, du coup, ça s'est traduit en quoi? Ça s'est traduit en prendre des briques de temps où tu te laisses au moins 10 minutes pour faire la place au silence. Écouter ton intuition et donner tes réponses. Ouais, donc on en revient à ce qu'on entend de plus en plus, finalement, aujourd'hui, avec tout ce mouvement autour de la pleine conscience, de la méditation. Alors, on appelle ça comme ça, et il y a plein de disciplines différentes, mais finalement c'est surtout cette notion de couper le son, couper le bruit et qui parasite en fait. Complètement. Et effectivement, moi j'ai des clients qui sont pas du tout à l'aise avec la méditation, ça les fait flipper les mots méditation parce qu'ils pensent qu'ils vont pas y arriver. Il y a de nouveau une injonction aussi derrière ce mot méditation. Voilà, c'est ça, oui, mais je vais pas y arriver. Je dois faire comme ci, je dois faire comme ça, tous les jours. Voilà, moi je suis pas capable, je suis pas visuelle, etc. Mais comme tu le dis, il y a cette notion de silence, en fait. Moi j'ai des clients qui adorent aller faire du ski. Parce qu'ils se retrouvent dans le silence. Dans la nature. Bah, faut y aller, c'est ça, en fait. Je disais, c'est ça ta méditation. C'est ça ton silence. Donc, faut l'accueillir, et donc du coup pour les chefs d'entreprise il faut savoir dire non et savoir se protéger avec un temps de silence, au moins 5 minutes par jour pour du silence, parce que sinon s'il y a trop de bruit l'intuition passe pas malheureusement. Enfin, où elle est là, mais s'il y a trop de bruit tu n'arrives pas à l'entendre. Je vois bien ce que tu dis. Donc j'allais dire comment toi tu l'entretiens, mais en fait c'est assez clair. Je pense que alors t'as la chance peut-être de le faire assez naturellement depuis que tu es jeune, le silence justement, d'avoir cette capacité-là. Mais je t'avoue que c'est dur. Enfin, je t'avoue que j'ai dû avoir une discipline extrême et que je suis maman. Et moi je me les réveille à 6h du matin tous les jours. C'est pas 5h, c'est 6. Et je me prends toujours 1 heure de silence. Je me prends 1 heure pour rétablir, 1 heure pour réancrer, pour recomprendre. Parce que même si j'ai mes racines et si j'ai mes attitudes et mes comportements et mes habitudes innés pour être dans l'écoute des mots, etc., bah, le monde va à une vitesse tellement grande que c'est très très facile de basculer dans la névrosité ambiante, quoi. Ouais, dans l'agitation. Ah, c'est hyper facile. Donc si j'ai pas cette discipline de le faire tous les jours, 1 heure par jour, je pourrais être le Dalai Lama. Je vis à Paris dans le 9e, je travaille dans la tech. Voilà, j'ai tout pour devenir névrosée en fait. Ouais. Et j'en arrive à ma dernière question, mais t'as commencé à y répondre. Quel serait ton message pour le monde aujourd'hui et pour ceux qui nous écoutent? Et alors, oui, je pense que c'est la question la plus importante, Diane, parce que on a tous une mission. En tout cas, moi, j'ai une envie de partager quelque chose en ce moment qui est très important, et c'est que
cette souffrance que j'ai vue, cette souffrance de se sentir perdu, de se sentir déboussolé, de se sentir dépassé, de se sentir de couper en fait de soi et d'être toujours à la quête de quelque chose qui ne vient pas, cette souffrance qui est vivante, enfin qui habite beaucoup de personnes en ce moment. Elle est réelle mais elle peut être arrêtée. En fait, j'ai envie de dire aux gens qu'ils peuvent basculer de ce mode-là, shifter en allant vers eux, en s'écoutant. C'est possible de connecter avec vous, avec votre essence. C'est possible de devenir plus heureux en étant plus proche de vous. Et la porte est juste à côté. Donc, ne perdez pas espoir. Ne soyez pas trop pressés. Soyez juste confiants. Je pense que le mot-clé est confiance. Il faut regagner confiance. Il y a une phrase qui m'habite depuis quelques jours et c'est le vrai pouvoir, c'est la joie. Et en espagnol, je l'ai en espagnol, c'est ser feliz es lo que me da poder. Il n'y a pas de phrase plus juste. Si vous vous tournez vers les personnes qui vous font du bien, vers les sourires simples, vers la simplicité, vers la joie, si vous avez envie de regagner confiance, il y a toujours une manière de remettre les choses dans l'ordre. Ce n'est jamais trop tard. Tous les jours, c'est bateau ce que j'ai dit, je l'ai mis en pratique et j'ai vu des gens changer de vie en 5 minutes parce qu'il y a une prise de conscience et il y a surtout une intégration. Je parle beaucoup d'intégration, c'est la différence entre savoir quelque chose en théorie et l'intégrer dans son être. Il y a une intégration, un déclic qui se fait et tout bascule. Donc, ne perdez pas espoir et c'est toujours possible si vous continuez à être confiant en vous, mais confiant aussi dans les autres, dans l'entourage et dans le monde. Moi, j'aime la simplicité. Je viens d'un endroit en Colombie qui s'appelle Santander et c'est les gens les plus simples que je connaisse. Et en fait, c'est aussi simple que ça, c'est de découvrir ce qui est à l'intérieur de toi et la puissance qui est à l'intérieur de toi. Sans aller chercher plus loin, je pense que c'est le step 1. Et une fois que tu l'as fait, en accueillant ce silence, les opportunités sont exponentielles. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Mais la première partie, c'est, il n'y a pas le choix, c'est aller vers soi, en fait. C'est ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Dans la confiance absolue. Absolue. Aller vers soi, et donc, du coup, c'est en allant vers soi qu'on va vers l'autre. En se traitant avec amour, en se traitant avec, en fait, bienveillance, ce mot-là, j'en peux plus parce que je l'entends dans mon quotidien, dans les ateliers qui sont gérés, dans la tech. C'est dommage, hein, il est beau, mais il est dénaturé, en fait. C'est comme beaucoup de mots comme ça. Mais bon, il a été malmené, on va dire, mais dans la bonté, j'aime beaucoup le mot générosité. Générosité. C'est envie de donner sans forcément recevoir en échange. Cette générosité vers soi, vers l'autre, vers les plantes, vers la nature, vers tout. Je pense que il y a cette connexion avec soi nous connecte avec l'espace et le vivant. Ouais. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, rien n'est séparé. Rien n'est séparé. Bah, tu connais, moi, j'ai mon approche systémique et là, pour le coup, personne ne va me convaincre du contraire. Pour moi, tout est connecté, tout est interconnecté, tout est vivant et tout a un impact sur tout. Et donc, voilà, c'est dans cette approche systémique que la connexion vers soi a un impact aussi sur tout, en fait. Magnifique. Merci. Magnifico. Maritza Abreu. Gracias. Merci, Diane Serig. Si tu veux bien, je partagerai
Je partagerai avec les auditeurs les coordonnées peut-être de ton site, si tu es d'accord. Est-ce que les gens peuvent te contacter pour faire leur potentiel authentique? Donc, je peux te communiquer ça. Donc, www.potentieelauthentique.com. D'accord. On leur donnera tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors voilà, c'était le premier épisode de ce podcast qui, je l'espère, vous aura inspiré autant qu'il m'a mise en joie de le préparer. Merci à toi Maritza pour ta confiance et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous trouverez toutes les coordonnées de Maritza et du potentiel authentique dans la présentation de cet épisode. Et on se retrouve très bientôt pour une rencontre avec un ou une nouvelle auteur de sens. Surprise, surprise. À très bientôt.